Merci pour cette vue d'ensemble et ces perspectives sur le parcours de santé mentale. Je vais continuer en focalisant sur la place du médecin généraliste et les outils thérapeutiques du médecin généraliste dans ce parcours de soins en France. Donc, je suis le docteur Johan Vergès, médecin généraliste, installé à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne, et assistant universitaire au département de médecine générale de Toulouse, avec ma thématique de recherche dans la santé mentale en soins de premier recours. Je ne crois pas avoir de lien d'intérêt notable à vous déclarer, mais vous pouvez consulter ma déclaration d'intérêt sur le site Archimède. Alors, on a beaucoup de données sur la prévalence des troubles de santé mentale en population générale. Ici, je vous ai synthétisé les études récentes qui se sont intéressées à évaluer cette prévalence dans nos cabinets de médecine générale. Les troubles dépressifs, ils représenteraient entre 6 et 17% des patients en consultation. Les troubles anxieux, entre 4 et 14%. Donc ce sont les troubles les plus fréquents, mais on inclut aussi parfois aussi dans les troubles communs de santé mentale ceux qui sont liés à l'usage d'une substance, et notamment à l'alcool, entre 3 et 10% des consultations aux patients. Et parfois les troubles somatoformes, qui sont devenus les troubles à symptomatologie somatique et apparentée dans le DSM-5, voire même les troubles du sommeil. Donc un patient sur 4 dans nos patientèles présenterait un trouble commun de santé mentale, et jusqu'à un patient sur 3 pour l'ensemble des troubles psychiques. Cette prise en charge des maladies psychiques, c'est une réalité quotidienne, et parmi d'autres, c'est une priorité pour nous. Donc nous, médecins généralistes, sommes au cœur de la prise en charge, et notamment pour 4 raisons principales que je vous ai synthétisées ici. D'abord, je vous l'ai dit, la prévalence de la souffrance psychique dans nos cabinets, entre 20 et 30% de notre patientèle, en sachant qu'il y a aussi des intrications assez importantes entre pathologie psychique et somatique, parce qu'il y a environ un tiers des adultes qui présentent une maladie physique chronique qui souffrent également d'une maladie psychique. Ensuite, nous sommes les acteurs de premier recours. Comme dans la plupart des maladies, on est la première marche, la porte d'entrée dans le parcours de soins, avec cette place déterminante pour prévenir l'aggravation des troubles, assurer un repérage précoce et des soins de qualité. Et nous traitons près de 60% des premières consultations pour troubles de santé mentale. Nous sommes le pivot central, vous le savez. La confiance des patients envers le médecin généraliste, elle est grande. En cas de difficultés psychologiques, 4 patients sur 5 se disent prêts à aller consulter l'acteur de santé mentale auquel on les adresse. On est parfois aussi l'unique recours, parce que le médecin généraliste est le seul intervenant pour la moitié des patients qui consultent pour des difficultés d'ordre psychologique, tandis que la consultation exclusive d'un psychiatre et d'un psychologue, sans autre acteur, ne représenterait que 9 et 6% respectivement des individus qui ont recours à un professionnel. Et puis enfin, le dernier recours, parfois, souvent, ces temps-ci, pour plusieurs raisons, notamment la confiance du médecin qui suit au long cours, qui suit la famille, les freins du coût financier à consulter notamment un psychologue, et puis l'inaccessibilité géographique ou temporelle auprès d'un CMP, un centre médico-psychologique, auprès d'un psychiatre. Et puis nos compétences et nos ressources nous permettent d'assurer les rôles et les tâches qui nous incombent dans cette prise en soin. Donc on a quand même des difficultés qui sont rapportées et constatées. Un manque de temps à consacrer aux patients, c'est ce que rapportent les médecins généralistes, mais on a néanmoins une diachronie et un étalement de la prise en charge des soins qui nous permet d'y remédier. Les médecins généralistes se sentent souvent démunis face à la souffrance psychique des patients. Heureusement, la formation et l'expérience nous permettent d'y répondre. Et des difficultés diagnostiques et thérapeutiques. On va revenir dessus juste après. Mais une partie des médecins généralistes méconnaissent ou ignorent l'existence d'outils et de méthodes d'usage courant pour repérer, accompagner ou orienter les problèmes psychiques.
Et l'effet collatéral, c'est qu'il y a une prescription de psychotropes comme seul traitement dans beaucoup de situations. Mais pour y remédier, nous avons une formulation initiale et continue qui est exigeante et de qualité. Autre difficulté, le manque de données probantes, et particulièrement en soins de premier recours. Et enfin, des liens qui sont parfois quasi inexistants avec la psychiatrie et les autres acteurs de santé mentale. Et dans tout ça, des difficultés d'accessibilité et aussi un manque de moyens. On a dit difficultés diagnostiques et thérapeutiques. Poser un diagnostic, ce n'est pas si simple en santé mentale pour les médecins généralistes. Selon une étude française, c'est le graphique que vous voyez là, le médecin généraliste ne diagnostiquerait qu'environ la moitié des troubles communs de santé mentale qui sont mis en évidence dans une étude selon le PHQ, le Patient Health Questionnaire. Toujours en France, seulement un tiers des patients avec un épisode dépressif caractérisé et qui auraient consulté un médecin généraliste auraient reçu un traitement adéquat, qui était défini dans l'étude comme la prise d'un traitement antidépresseur dans l'année des troubles pendant une durée minimum de 6 mois ou un suivi par une psychothérapie structurée pendant une durée minimum de 6 mois. Donc les médicaments psychotropes sont souvent surutilisés. On sait qu'ils sont prescrits dans 70% des situations de consultation pour souffrance psychique, avec un recours aux psychothérapies structurées sous-utilisées. On peut optimiser nos compétences diagnostiques, il y a des outils qui existent. Seulement, il n'y a que la moitié des médecins généralistes qui connaîtraient les outils de repérage et d'évaluation de la dépression qui sont validés en soins de premier recours. Et parmi ceux qui les connaissent, 20% uniquement qui les utiliseraient. On peut aussi optimiser nos stratégies thérapeutiques, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Et on va voir l'impact clinique de 5 familles d'outils thérapeutiques qui sont à notre disposition. Donc bien sûr, je n'ai pas le temps de vous présenter en détail ce qui concerne chaque type de troubles rencontrés. Je vous fais une approche générale, et puis avec quelques exemples, notamment autour de l'épisode dépressif caractérisé, quand je vous donnerai des chiffres. Éléments de psychoéducation. Alors la psychoéducation, qu'est-ce que c'est ? Ça vise à informer la personne soignée et les proches sur le trouble psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face, avec un objectif d'améliorer la connaissance et la compréhension des personnes soignées au sujet notamment des traitements. Et elle comprend 3 dimensions que vous voyez là, une dimension pédagogique, qui se centre sur la nature de l'information et la manière dont elle doit être délivrée, une dimension psychologique par rapport à la révélation du diagnostic, la transmission d'informations de manière personnalisée, et une dimension comportementale et cognitive, parce que l'idée c'est de mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques et de mobiliser les ressources du patient, du sujet, dans son fonctionnement quotidien et son rapport à la maladie. Par exemple, dans l'épisode dépressif caractérisé, il s'agit entre autres d'informer sur l'évolution de la pathologie, sur le traitement, le suivi, les craintes du patient aussi, son vécu de la stigmatisation sociale des pathologies psychiatriques, et de pouvoir y répondre, évoquer les associations de patients, associer l'entourage si le patient est d'accord, et puis prodiguer des conseils sur le mode de vie qui ont une efficacité quand même largement démontrée, comme pratiquer une activité physique régulière, 150 minutes d'activité modérée par semaine, plutôt en groupe et sans compétition. Et d'autres conseils comme encourager une alimentation équilibrée, éviter la consommation d'alcool, de tabac, d'autres substances, et poursuivre les activités habituellement intéressantes ou plaisantes. Alors, vous pourriez me dire que la majorité des patients sont probablement au courant de ces informations. Il ne faudrait pas les prendre pour des enfants et nous prendre pour des enseignants, mais j'en suis pas convaincu. Je pense que c'est important de rappeler les bases. Et puis, il ne s'agit pas uniquement d'informer, mais de responsabiliser les patients et de les rendre actifs du changement. Et puis, surtout important, c'est que ça a un impact. Donc, on n'a pas d'évaluation de programme de psychoéducation en France qui ciblerait une population de patients suivis par les médecins généralistes, malheureusement. Mais en Europe, il y a eu une étude sur des interventions psychoéducatives réalisées en groupe par des infirmières et qui se sont révélées efficaces pour réduire les symptômes de la dépression légère à modérée, avec notamment une réduction des symptômes sur l'échelle de Beck et sur l'échelle de la qualité de vie, environ 15% de rémission en plus dans le groupe psychoéducation versus soins usuels,
de manière significative, et un nombre de sujets à traiter aux alentours de 6 pour obtenir une rémission. Donc c'est peut-être parfois oublié, mais c'est un intérêt d'y avoir recours. Les psychothérapies. On entend beaucoup parler, c'est le traitement de première intention recommandé dans les troubles communs de santé mentale, dans l'épisode dépressif caractérisé, les troubles anxieux, l'insomnie chronique, que ce soit seul ou associé. On sait qu'il y a une efficacité sur la réduction des symptômes, les rémissions, les rechutes, la qualité de vie, et une efficience aussi. On n'a pas d'études en France. Le problème, c'est que les définitions, les approches et les acteurs sont variables. On va le voir, ça recouvre plusieurs choses en même temps. Et puis, il y a des freins à y recourir, entre autres le temps, la formation, la représentation, et puis pour l'adressage, le coût que ça peut avoir et l'accessibilité. Donc, psychothérapie, en fait, ça englobe beaucoup de choses. C'est vaste et défini de manière variable. Pour pouvoir vous présenter les choses de manière théorique, je vous ai repris la classification de l'Académie de médecine. La psychothérapie, c'est l'ensemble des moyens par lesquels nous agissons par l'intervention de l'esprit sur l'esprit malade ou le corps malade, on peut le définir comme ça. Et si on se fie à l'Académie de médecine, il y aurait 3 niveaux. Niveau 1, c'est le bon sens, la voisine, le concierge. On sait que le bon sens n'est pas toujours bénéfique. Deuxième niveau, il nous concerne, c'est celui qui englobe la psychothérapie propre aux médecins généralistes, mais qui peut aller de l'alliance thérapeutique avec un suivi jusqu'à la psychothérapie de soutien proprement parlée. Et puis, le troisième niveau, c'est celui auquel on fait généralement référence quand on dit psychothérapie. En fait, c'est les psychothérapies structurées. Donc, ce deuxième niveau, celui du médecin généraliste, qui est parfois un peu polymorphe, il ne faut pas l'oublier, il est implicite dans notre rôle et notre place de médecin généraliste, avec une posture spécifique. Un de nos rôles le plus important, c'est l'écoute, se taire, laisser les patients parler, raconter leurs histoires, leurs peines, leurs doutes et leurs difficultés, les laisser pleurer, laisser les silences, et ensuite revoir le patient, développer l'empathie, prendre de ses nouvelles, le réévaluer, fixer des objectifs. Ça peut être ça, la psychothérapie du médecin généraliste. En tout cas, si on essaie de le définir davantage, il y a un noyau commun avec l'établissement d'une relation, la promotion d'un changement, un socle minimal d'intervention psychothérapeutique et puis un cadre et des outils que nous utilisons déjà au quotidien comme le recours au savoir médical, l'accueil, l'empathie, la réflexivité, la reformulation, des choses qui nous appartiennent professionnellement. Alors, quel impact, quelle formation? Sur la formation, je crois que le CNGE s'est emparé de ce sujet, donc on aura peut-être des nouvelles bientôt. Sur l'impact, il n'y a pas d'études en France, mais il en existe à l'international, avec cette revue de la littérature qui date de 2000. La difficulté, c'est que les techniques utilisées étaient très variables, sans parfois de définition claire, mais c'est le propre de notre intervention dans ce domaine. Il y avait une difficulté du coup à comparer les études, mais malgré tout, des preuves préliminaires de l'efficacité clinique de la prise en charge qui sont encourageantes, avec notamment des essais randomisés qui montraient une large part à des résultats positifs. Et puis aussi, également encourageant de noter que dans ces études, on voyait qu'une période relativement brève de formation des généralistes était nécessaire et suffisante pour pratiquer ces psychothérapies. Psychothérapie structurée, je laisserai le prochain intervenant vous parler de cette jungle. On a des éléments probants de leur efficacité, même en soins de premier recours, notamment une méta-analyse de 2009 qui retrouvait un impact significatif, malgré des travaux de qualité variable, mais avec la spécificité que lorsque les patients étaient adressés par un médecin généraliste, les bénéfices étaient majorés. L'étude concluait un nombre de sujets nécessaires de 6 en moyenne, qui descendait à 4 avec un adressage des médecins généralistes. Adressage et pratique collaborative, donc orienter les patients ou les réadresser pour une prise en charge plus intensive, ça fait partie de nos options.
Ça peut être une orientation de psychothérapie ou les cas graves d'emblée, résistants, rechutes, les urgences ou les signes de pathologie psychiatrique, voire la situation complexe. Donc le docteur Younes vous parlera plus en détail de ces pratiques collaboratives. Je mentionnerai juste peut-être une suggestion, c'est qu'au même titre que les autres professionnels auxquels on adresse, ça peut être intéressant de simplement connaître ses correspondants et de prendre en compte le maillage local pour y avoir recours. Et dernière partie, vous vous demanderiez peut-être si ça allait apparaître, les médicaments psychotropes. Ils sont parfois indiqués selon les troubles, rarement en première intention. C'est un peu aussi une jungle. Comment choisir ? Ici, à titre d'illustration, aux États-Unis, vous voyez représenter les lignes de traitement successives et chacune correspond à l'un des cercles concentriques. Le plus à l'intérieur, c'est le traitement de première ligne, etc. Donc à gauche, vous voyez par exemple pour le traitement du diabète, le choix de la metformine est majoritaire, ça ne fait pas vraiment de doute. À droite, pour l'épisode dépressif caractérisé, c'est plus difficile d'individualiser l'évidence d'un choix. Ces médicaments ils sont parfois indiqués selon les troubles, mais il faut rappeler qu'ils ne se substituent pas à la psychothérapie. Dans les troubles communs de santé mentale, on se retrouve à utiliser les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques, souvent les benzodiazépines, qui sont souvent mal utilisés ou de manière inadéquate, avec des indications ou des durées notamment inadéquates. Dans l'épisode dépressif caractérisé, l'impact clinique des antidépresseurs est démontré avec un gradient d'efficacité en fonction de l'intensité du trouble. Et on peut conclure à un nombre de sujets à traiter de 7 sur une méta-analyse sur le sujet qui est en référence. Et un bénéfice à noter aussi qui est majoré lorsque le traitement est combiné avec une psychothérapie. Donc comment en optimiser l'usage ? Moi, je vous propose de vous référer à 2 sites qui ont été développés en soins premiers par les universitaires, psychotrope.fr et psychiaclic.fr, que je vous encourage à aller visiter si vous ne les connaissez pas. Juste avant de conclure, une diapositive sur la iatrogénie en santé mentale, bien sûr, la iatrogénie médicale avec le potentiel addictogène des benzodiazépines notamment, mais pas que. Une étude anglaise retrouvait par exemple qu'une personne sur 20 qui avait suivi une psychothérapie rapportait un effet indésirable prolongé, souvenirs désagréables, stress et anxiété persistante. Et puis c'est une vigilance à avoir par rapport à des risques de dérive et de manipulation mentale. On sait que la psychothérapie peut être une arme dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Mieux vaut éviter de jouer à l'apprenti sorcier. Voilà, en diapositive de conclusion, quelques références pour cultiver votre expertise avec ces 3 sites internet que je vous invite à visiter. Les dernières recommandations de l'HAS à destination des médecins généralistes qui sont synthétisées sur le site EBM France et pour les tweetos, quelques personnes à suivre. Je vous remercie de votre attention.